Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast. À quelques jours de la fête de la Nativité, c'est peut-être une coïncidence, mais aujourd'hui nous allons parler de l'enfantement. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir ici un professeur du Centre Sèvres, Madame Clarisse Picard. Bonjour Clarisse. Bonjour Parnell. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante ici au Centre Sèvres et vous venez de publier cette année un ouvrage intitulé Philosophie de l'enfantement, 5 méditations, paru chez Classique Garnier. Et c'est justement de cet ouvrage que nous allons discuter aujourd'hui. Alors je dois l'avouer, j'ai entendu parler de philosophie de beaucoup de choses, de philosophie politique, philosophie morale, mais c'est la toute première fois que j'entends parler de philosophie de l'enfantement. Alors, vous, en tant que philosophe, je souhaite vous poser cette question. Comment est né ce projet de philosophie de l'enfantement ? Merci Parnell pour cette question. Alors, le projet de philosophie de l'enfantement est né d'un étonnement. C'est souvent le cas en philosophie. Quand on entre dans la réflexion philosophique, il y a souvent eu un étonnement qui a provoqué la pensée. Ça, c'est certain. Voilà. Et cet étonnement, en fait, s'est produit lorsque j'ai donné naissance à mon premier enfant, puis à mon second. Oui. J'ai réellement été frappée par la force de l'expérience physique d'abord, mais aussi psychique et spirituelle. Oui. Et j'ai éprouvé, c'est vrai, une forme de sidération. Et j'ai eu l'intuition dans ce moment-là que quelque chose de très important se passait, quelque chose qui avait à voir avec le mouvement du don de la vie qui finalement me traversait. Oui. Un mouvement de vie qui n'était peut-être pas sans rapport aussi avec une expérience de mort, en tout cas une certaine forme de mort et de renaissance. Et je me suis dit, mais que personne ne m'en avait parlé et qu'il faudrait peut-être le dire. Oui. Alors c'est de là qu'est né effectivement le projet d'une philosophie de l'enfantement, du désir à la fois d'articuler donc cette expérience de sidération d'une certaine manière, et puis de déployer donc cette intuition que j'avais eue donc en donnant naissance à mes enfants. Et à ce moment-là, j'étais étudiante en philosophie, je pressentais donc que cela pourrait probablement devenir un sujet de recherche doctorale, et j'ai alors cherché comment cette expérience pourrait se dire, comment est-ce que je pourrais finalement en témoigner. Et j'ai commencé par étudier le plus grand nombre de discours contemporains possibles sur l'enfantement. Alors, suivant une approche multidisciplinaire, n'est-ce pas, qui caractérise ici notre manière de penser au Centre Sèvres. D'accord. Donc, en m'intéressant à une suite de discours en histoire, anthropologie, psychanalyse, médecine et droit. Oui. Et enfin, du point de vue aussi des discours féministes. Je voulais savoir ce qu'il en avait été dit. Et alors j'ai pris conscience au fur et à mesure de cette recherche commençante finalement d'une suite de paradoxes. D'une part, l'important développement de discours spécialisés sur l'enfantement, notamment dans les disciplines scientifiques que je viens d'évoquer. Et parallèlement, le constat que les développements des techniques biomédicales soutiennent un développement progressif mais continu, qui nous conduisent tout droit, m'a-t-il semblé, vers la fin probable de l'enfantement, donc en raison de la fabrication de gamètes artificiels et du recours probable à l'utérus artificiel. Donc, si vous voulez, voilà le premier paradoxe, effectivement, une importance de discours scientifique sur la question, et puis la perspective de la fin de l'enfantement. Et parallèlement, je n'en étais pas arrivée au terme des paradoxes que j'observais, parce que parallèlement, j'ai relevé en fait l'étonnement finalement d'un silence de la tradition philosophique sur la question du sens finalement du maternel féminin, de la mère et de l'enfantement,
qui pourrait être pensée à l'origine de toute naissance. La philosophie me semblait particulièrement silencieuse à ce propos. Mais c'est exact. Voilà. Et et puis enfin, dernier finalement élément de cette suite de paradoxes, le constat que les pensées féministes, jusqu'à très récemment, n'ont probablement pas réellement osé s'aventurer sur le terrain d'une réflexion sur le sens de l'enfantement, penser pour lui-même, c'est-à-dire dans toute sa complexité, son sens et ses enjeux. Alors, à ce propos, d'ailleurs, je voudrais, si vous le permettez, vous lire une citation d'Yvonne Kniebieler, qui est historienne des mères et de la maternité. Et cette citation m'a rejoint et m'a inspirée. Elle est donc cette citation issue de son livre qui s'intitule « Qui gardera les enfants ? Mémoire d'une féministe iconoclaste », paru chez Hachette en 2007. Alors, si vous voulez, je vais vous lire ce qu'elle dit. Et voilà, on va percevoir un petit peu quels sont les enjeux de cette philosophie de l'enfantement, voilà, qui prend progressivement naissance, c'est le cas de le dire, dans le contexte à la fois pratique et théorique que je viens de décrire. Alors, je la cite. « Je me suis lancée, dit-elle, dans l'histoire des mères et de la maternité, manière de rapprocher les deux chaises, autrement dit entre son activité d'historienne et son activité de mère. Oui. Ce fil rouge, poursuit-elle, ne m'a jamais égarée. Au contraire, il m'a conduite vers des horizons de plus en plus vastes, de plus en plus lumineux. Les résultats de mes recherches ont renforcé ma conviction initiale. Et les théorisations féministes les plus brillantes, que j'admire d'ailleurs, ne l'ont pas sérieusement entamée. Cette conviction peut s'énoncer ainsi. Le féminisme doit d'abord repenser la maternité, tout le reste lui sera donné par surcroît. Fin de citation. Alors, je trouve cette citation très, très belle et très intéressante d'une femme qui finalement a essayé de surmonter les tensions, voire les contradictions entre sa vie professionnelle et sa vie de mère. Ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas toujours facile et ce qui est souvent la source de conflits internes pour chaque femme qui devient mère. Et cette invitation de Yvonne Kniebieler, finalement, d'une pensée féministe qui prendrait réellement en charge la réflexion du sens de la maternité, m'a semblé effectivement tout à fait pertinente et indique par là que relever le défi d'une pensée féministe de l'enfantement, c'est finalement probablement faire retour à l'endroit même où les femmes ont été historiquement et traditionnellement assujetties dans leur tâche d'enfantement, et de considérer si à cet endroit même de l'expérience de l'enfantement, les femmes contemporaines ne pourraient pas à la fois se réapproprier leurs enfantements pour elles-mêmes, mais aussi y trouver des leviers de transformation et de renaissance à la fois personnels et institutionnels. Donc quand je dis institutionnels, c'est-à-dire en faveur d'une société où les femmes, effectivement, ne seraient plus subordonnées en raison de leur potentialité maternelle. C'est beaucoup moins vrai et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, puisque l'émancipation des femmes est un phénomène en cours depuis plusieurs décennies maintenant. En revanche, je pense que nous n'en sommes pas tout à fait sortis et que ce détour vaut la peine, voire est tout à fait nécessaire. Alors, c'est tout l'enjeu, en fait, de mon livre, Philosophie de l'enfantement, qu'on peut ressaisir ainsi, finalement. C'est que dans le contexte identifié de la fin probable de l'enfantement, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, en raison de la fabrication de gamètes artificiels et du recours à l'utérus artificiel, donc il devenait absolument nécessaire, me semble-t-il, voire urgent, de proposer un discours à la fois différencié et complémentaire en fait au discours principalement biologique, économique et juridique sur l'enfantement, et de proposer donc ce discours à la fois différencié et complémentaire qui serait cette fois écrit du point de vue d'une femme singulière qui traverse l'enfantement et qui lui donne sens pour elle dans une perspective émancipatrice, c'est-à-dire de telle manière que ce discours singulier puisse avoir du sens pour le plus grand nombre de femmes, mais aussi pour les pères et les hommes qui les accompagnent. D'accord. Alors, merci de nous avoir fait un peu la genèse de votre parcours. Maintenant, j'aimerais revenir à votre ouvrage que j'ai parcouru et qui est très original. Ça, je peux vous le dire, la profondeur de la pensée, tout est impressionnant. Alors, j'aimerais savoir en fait, l'ouvrage, il est rédigé sous la forme de méditation, plus précisément 5 méditations.
Alors, en tant que philosophe, pourquoi avez-vous choisi la méditation comme moyen de véhiculer votre pensée? Pourquoi pas un débat plus philosophique, en fait? C'était une vraie question, effectivement, de chercher le geste de pensée le plus adéquat, effectivement, pour témoigner de cette expérience dans une perspective émancipatrice. Et en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, mon intuition était que l'enfantement avait à voir avec l'expérience d'un mouvement originaire, si bien que je cherchais en fait un geste de pensée philosophique qui me permette d'épouser le mouvement de l'expérience dans son unité et sa complexité, afin d'en rendre compte et d'une certaine manière d'actualiser ce dont il était question, c'est-à-dire à la fois le sens de l'expérience et puis le devenir du sujet donnant sens à son expérience. Alors à ce propos, une citation d'Alain Badiou que j'ai choisi d'indiquer en épigraphe de philosophie de l'enfantement indique assez clairement finalement cette nécessité de trouver un geste original pour dire le féminin maternel, dans son unité et sa complexité. Donc, et donc, si vous voulez, je vous propose de lire ensemble cette citation. Bien sûr. Qui peut être également une autre manière d'entrer dans ce livre. Bien sûr. Alors, cet extrait d'Alain Badiou est issu de son ouvrage qui s'intitule « La vraie vie », qui est paru chez Fayard en 2016. Alors, je cite Badiou. Et puis, on va voir après comment est-ce que ça peut effectivement répondre à votre question de pourquoi des méditations. Alors, ce qu'il faut affirmer avant tout, dit-il, qu'on soit homme ou femme, est que, pour autant qu'elle existe, la question féminine ne saurait être fixée par les exigences des sociétés capitalistes contemporaines. Il faut choisir un point de départ totalement excentrique. Et c'est là sans doute ce qui fait qu'on ne peut éviter, pour la première fois, que le féminin soit lié, dans son éclaircie, à un geste philosophique. Car le nouveau point de départ ne peut être ni biologique, ni social, ni juridique. Ce ne peut être qu'un geste de pensée lié à la création symbolique. Un geste donc lié aux aventures de la philosophie. Et d'autant plus nouveau que cette création symbolique féminine devra envelopper la maternité dans une dimension autre que l'animalité reproductrice. Fin de citation. Alors, moi je trouve que dans le contexte effectivement de notre rationalité contemporaine, comme je le disais tout à l'heure, nous le constatons tous, qui est principalement à la fois technique et non métaphysique, nous pourrions dire. Badiou pose ici la question d'un possible éclairci de la question féminine et son rapport à la maternité dans un geste de pensée qui doit finalement être nécessairement lié à la création symbolique, autrement dit lié aux aventures de la philosophie, qui finalement enveloppe sa dimension biologique sans l'y réduire et constitue son sens philosophique sans l'idéaliser. Parce que je crois là qu'il y a deux risques, n'est-ce pas, d'une pensée d'une part naturaliste et d'autre part d'une pensée effectivement idéaliste. Alors, poursuivant cette recherche, donc, je crois l'interpellation de Badiou est tout à fait pertinente, donc cette recherche d'un geste de pensée adéquat, finalement, qui permettrait à la fois de rendre compte et de donner sens à l'expérience. En réalité, j'étais également mue par l'intuition fondamentale d'une correspondance entre l'expérience de l'enfantement, d'une part, le geste de méditation phénoménologique, d'autre part, et l'expérience psychanalytique du retour vers la mère, enfin. Et finalement, il me semblait que ces trois expériences entretiennent un lien intime avec le mouvement fondamental de la vie en devenir, à savoir celui de la naissance, de la mort, du sacrifice et du retour à la vie. Autrement dit, avec l'unité d'un mouvement de naissance, de dénaissance et de renaissance. Alors, vous voyez, c'est une intuition assez massive. Donc, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut la déployer. Et c'est tout l'enjeu de mon livre. En réalité, je déploie d'une certaine manière l'intuition d'une unité fondamentale entre ces trois types d'expériences. Celle de donner naissance, celle de méditer selon le geste proposé par la phénoménologie, et puis l'expérience psychanalytique donc d'un retour finalement aux origines archaïques de notre être et de notre psyché. Et riche de cette intuition et dans cette quête,
la phénoménologie, dont Edmond Husserl, phénoménologue allemand de la première moitié du XXe siècle, donc a été à la fois le fondateur et celui qui a finalement initié et accompli la pensée. Et donc la phénoménologie qui en fait est un geste de pensée qui consiste, pour le sujet Philanz-Enfant, à faire retour en soi-même, en quête de sens de l'expérience qu'il a vécue pour lui. Et cette quête de sens, effectivement, elle est éminemment subjective, mais l'idée philosophique est que plus une pensée est justement subjective ou le plus ajustée d'un point de vue subjectif, le plus elle pourra rejoindre un grand nombre finalement de personnes. Donc finalement tendre vers une certaine forme d'universalité. Et donc voilà, la phénoménologie que je viens très brièvement de définir finalement, me paraissait effectivement pouvoir expliciter ce qu'il y avait de commun entre ces trois expériences que je viens d'évoquer. Et finalement, également, l'enfantement me paraissait être potentiellement, évidemment c'était une hypothèse de départ, me paraissait être l'expérience paradigmatique qui finalement avait inspiré à la fois la phénoménologie d'une part et la psychologie analytique d'autre part. Donc voilà, c'est évidemment des intuitions fortes et donc tout l'enjeu de ce livre, comme je viens à l'instant de le dire, est évidemment de montrer ces 6 hypothèses sont pertinentes et si je peux donc en apporter cette fois non plus l'hypothèse, mais la thèse, en tout cas confirmer une thèse argumentée à ce propos. Alors, donc c'est pour cette raison que Philosophie de l'enfantement, donc ce livre que vous m'invitez à présenter, donc prend la forme d'une suite de 5 méditations de type phénoménologie, dont une femme singulière est le sujet en tant que mère. Alors, du coup, je n'oublie pas votre question, pourquoi 5 méditations, n'est-ce pas ? C'est ça. C'est qu'en fait, chaque méditation, finalement, correspond à un moment de l'expérience traversée par la femme qui donne naissance à un enfant. Et je cherchais vraiment, parce qu'il me semblait que l'expérience comprenait plusieurs facettes, plusieurs moments, et elle ne pouvait pas être décrite de manière continue. Il y avait des changements de plan. Donc, ce qui implique effectivement, ce qui détermine des passages d'une méditation à une autre. Et je dirais plus prosaïquement aussi d'un point de vue philosophique, c'est l'apparition en fait de nouveaux problèmes philosophiques effectivement qui légitiment l'entrée dans une nouvelle méditation. Alors, ce qui détermine le nombre de méditations, c'est le nombre de problèmes donc initialement repérés. Mais effectivement, depuis, j'ai vu apparaître d'autres problèmes et donc je prépare de nouvelles méditations, probablement sous la forme d'articles. Donc, nous pourrions en avoir 10 méditations au lieu de 5. Alors, on ne pourra pas en avoir 10 méditations parce que je pense que effectivement, voilà, il y a une... Non, mais en tout cas, j'en vois, disons que très concrètement, j'aimerais reprendre la méditation éthique dans ce livre qui, à mon avis, on peut aller plus loin. Et puis, je perçois au moins 2 autres méditations, en tout cas, qui me paraissent effectivement nécessaires aujourd'hui. D'accord. Alors, merci une fois encore. En fait, je me rends compte que en parlant de méditation, on peut avoir une idée de quelque chose de spirituel, mais avec tout ce que vous venez de nous dire, on se rend compte que c'est un sérieux travail philosophique. Et j'aimerais vous demander, je ne vais pas non plus vous demander d'entrer dans les détails, de nous dire exactement ce que nous dit votre livre, mais pouvez-vous nous donner quand même un résumé de chacune des méditations ? Oui, pourquoi pas. Je peux vous donner quelques indications justement de ce mouvement des 5 méditations. Donc cette réflexion, effectivement, comme nous venons de l'évoquer, se déploie selon 5 méditations. Alors, la réflexion se déploie en effet selon 5 méditations. Donc, ainsi, après une première analyse d'abord historique, puis prospective de l'évolution du rapport des femmes à l'enfantement depuis 1945, la phénoménologie effectivement de l'enfantement, dialogue en amont avec la métaphysique et en aval avec la psychologie analytique, qui appelle enfin une réflexion éthique. Ça, c'est, je dirais, le grand panorama des méditations. Alors, on peut entrer un petit peu plus dans le détail si on a le temps, mais ces méditations peuvent être lues indépendamment l'une de l'autre. Ah, c'est ça ce qui est intéressant. Voilà, c'est ça. Souvent, les gens me disent...
par quoi je commence? Alors, moi, Voilà, ils peuvent c'est commencer par le début, indépendant. etc. Mais on D'accord. peut effectivement commencer par lire la méditation selon le thème qui retient notre intérêt. Donc, elles peuvent être lues indépendamment l'une de l'autre, mais effectivement, dans leur continuité, elles forment évidemment un ensemble cohérent. Oui. Parce que c'est certes écrit un livre sous la forme de méditation, donc bien de méditation philosophique, effectivement, selon l'héritage cartésien et l'accomplissement husserlien, on pourra le présenter ainsi comme ça. Mais en réalité, ce livre est également construit comme une enquête. Oui. Donc il y a un suspense. C'est l'itinéraire, effectivement, d'une femme singulière qui d'une certaine manière, on pourrait le dire ainsi, cherche à ouvrir une voie dans la pensée philosophique pour dire l'enfantement. Alors, dans une première méditation que j'ai intitulée « Le désenfantement du monde », selon le titre éponyme du livre de la sociologue québécoise Sylvie Martin, un livre que je recommande vivement. D'accord. Je conduis donc dans cette première méditation une analyse historique et prospective, donc qui met en lumière la fin probable de l'enfantement que nous avons évoqué tout à l'heure. Et donc je montre de ce fait l'urgence d'une réflexion philosophique sur l'enfantement. Oui. Alors, ensuite, dans la seconde méditation, qui s'intitule « La mère et la question philosophique », je cherche précisément les conditions de possibilité d'une philosophie de l'enfantement. Et à ce moment-là, de manière inattendue, en réalité, je me heurte à l'impossibilité métaphysique de penser le sens de l'être maternel féminin, de la mère et de l'enfantement à l'origine du monde, de l'homme et du discours philosophique. Ça, c'est vraiment saisissant, finalement, quand on remonte dès l'origine grecque de la pensée philosophique. Effectivement, on se heurte à la fois à un impensé et à une impossibilité. Si bien que, pour penser le sens de l'enfantement, alors il devient alors à ce moment-là nécessaire de prendre un nouveau point de départ, et c'est la raison pour laquelle on entre à ce moment-là dans une troisième méditation qui s'intitule « Donner naissance ». Et là, je décris l'aventure de l'enfantement, donc du point de vue de la subjectivité d'une femme singulière, parce qu'il me semble qu'il n'y a que de ce point de vue singulier qu'on peut relever le défi du sens de l'enfantement dans cette période de crise. Et donc je décris effectivement cette expérience subjective de cette femme singulière dans sa relation intime, charnelle, à la fois sensorielle et affective à son enfant, donc et au père de l'enfant ou aux coparents. Cependant, alors que cette femme singulière vient tout juste de donner naissance à son expérience d'enfantement et d'accéder à son identité, effectivement, de sujet philosophe qui pense en tant que mère, voilà que dans le temps de la naissance, cette jeune femme se confronte à des manifestations de l'inconscient qui la renvoient à la question du sens de sa propre naissance, autrement dit à la question de l'origine. Oui. Donc c'est tout l'enjeu, effectivement, de cette troisième méditation. Et notre personnage du coup philosophique qui entre alors dans cette quatrième méditation qui s'intitule « Dénaître » et qui décrit cette expérience donc de retour vers l'origine par la méditation d'un conte mythologique qui permet de décrire effectivement ce que l'on pourrait apparenter à un temps de régression pour espérer effectivement une renaissance à soi-même. Et enfin, dans une cinquième méditation donc intitulée « Renaître », cette femme philosophe, finalement, ou cette mère philosophe, ressaisit le sens éthique, anthropologique et philosophique donc de son itinéraire. Et finalement, puisque vous le percevez, il s'agit effectivement d'une aventure philosophique. Oui. Au terme de ce parcours, la philosophie, finalement, renaît à elle-même. C'est en tout cas une proposition que j'énonce. Elle renaît transformée d'avoir éprouvé une pensée de l'enfantement, parce que la philosophie, finalement, se redécouvre originairement comme pensée de l'enfantement. Je crois que c'était sa vocation, finalement, originelle, dont la tâche est de reconduire les sujets au mouvement vivant d'individuation de soi. Cependant, au terme de cette traversée, la philosophie reconnaît désormais le maternel féminin qui la fonde et la femme qui pense en tant que mère comme sujet de son histoire. Donc, sacré retournement. Voilà. D'accord. Alors, justement, dans votre ouvrage, je l'ai déjà mentionné, on note certains paradoxes philosophiques assez intéressants, mais en même temps quelque chose d'assez spécial que vous avez aussi mentionné, c'est la fin probable de l'enfantement avec la création de gamètes artificiels. Alors, dans l'horizon de la fin probable de l'enfantement, quels enjeux se dégagent de ces méditations ?
Alors, il y en a plusieurs. Bon, l'enjeu philosophique d'abord que je viens d'évoquer, donc je ne vais pas y revenir, mais un enjeu anthropologique, bien sûr. Parce qu'interroger le sens de l'enfantement, donc à l'heure de sa probable fin, permet de révéler le sens anthropologique de l'enfantement, donc dans le processus de notre humanisation. Oui. C'est ça, je crois, un des enjeux majeurs de cet essai, c'est que finalement, il nous permet de prendre mieux conscience que nous naissons par différenciation des chairs et en premier lieu de la chair maternelle. Oui. C'est en effet de la différenciation des chairs et donc des chairs maternelles et enfantines que naît la pensée. Autrement dit, la civilisation. Et je crois que de penser philosophiquement l'enfantement, à l'heure de sa probable fin, permet de nous resituer dans cette perspective anthropologique fondamentale, c'est-à-dire que la pensée, la civilisation naît de cette relation primaire originaire donc entre la mère et son enfant. Oui. Effectivement, sa perte serait catastrophique pour la culture et la civilisation. Alors, or, dire cela, évidemment, engage aussi des mutations sociopolitiques concernant la place des femmes dans notre société, parce que là où les femmes étaient traditionnellement, finalement, subordonnées dans l'enfantement, eh bien, ce parcours montre que, au contraire, elles traversent cette expérience en créant de la différenciation, qui est donc la condition de la culture et de la civilisation. Et donc, finalement, étant maintenant collectivement plus conscients de cela, nous réalisons que la subordination intime, sociale et politique des femmes ne fait définitivement plus sens, et donc oblige à une refonte des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, où effectivement les femmes ne seraient plus subordonnées en raison de leur potentialité maternelle. Alors, en ce sens, je crois aussi que l'enfantement se présente donc comme une expérience paradigmatique, me semble-t-il, qui nous permet de repenser une éthique générative. Et c'est-à-dire une éthique de nos relations familiales, intergénérationnelles et intragénérationnelles, c'est-à-dire comment donnons-nous naissance et comment souhaitons-nous donner naissance, mais aussi de nos relations sociales et politiques sur le mode génératif, c'est-à-dire du point de vue de leur fécondité sociale et politique. Donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu qui dépasse l'expérience intime de l'enfantement, donc dans la possibilité d'une extension sociale et politique. Et enfin, puisque nous sommes à la veille des fêtes de la Nativité, permettez-moi aussi peut-être de poser une ultime question, c'est-à-dire que je pense qu'on pourra aussi se demander tout aussi fondamentalement s'il n'y a pas là un enjeu théologique, bien sûr. Là où les femmes donnent naissance, nous venons de le voir dans l'unité d'un mouvement donc de naissance, de dénaissance et de renaissance, n'ont-elles pas d'une certaine manière une intelligence, l'expérience réelle, peut-être même la clé initiatique du mystère singulier et irréductible de l'incarnation de Jésus-Christ? Question, à mon avis, que nous commençons tout simplement à entrevoir. Oui. Alors, pour tous ceux qui écoutent les podcasts, ils savent que j'ai coutume de demander quel livre recommandez-vous pour notre lecture. Alors, cette fois-ci, c'est plutôt votre livre que je vais recommander à la lecture. Merci beaucoup. Alors, Clarisse Picard, autrice de Philosophie de l'enfantement, 5 méditations, paru chez Classique Garnier. C'est un livre que vous pouvez vous procurer dans toutes les librairies, littéralement, soit en rayon, soit en le commandant sur Internet. Ça peut être Amazon, la Fnac, ou bien sûr, je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez cliquer et le trouver plus facilement. Merci infiniment à vous, Clarisse, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Parnell, pour notre échange. Voilà, quant à vous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous et à toutes déjà un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous donnons rendez-vous l'année prochaine qui n'est que dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres Faculté jésuite de Paris en partenariat avec RCF. Toute l'équipe vous souhaite une joyeuse fête de Noël et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode le lundi 2 janvier.
En ce temps de fêtes et de rencontres, n'hésitez pas à faire découvrir ce podcast à vos proches et à leur proposer de s'abonner sur leur plateforme préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Joyeux Noël et à l'année prochaine!